C'est tout simplement historique, on va bientôt pouvoir fêter ça. La dette mondiale vient de dépasser les 100 000 milliards de dollars, ce qui est juste énormissime. Et la question qu'on va essayer de répondre, c'est est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne Décret Finance et on se retrouve aujourd'hui pour discuter des news financières de la semaine qui vient de se terminer. Alors juste avant de savoir est-ce qu'il faut s'en inquiéter, donc à quoi sert la dette pour un État ou pour une entreprise, etc. La dette permet pour très rapidement pouvoir se financer, pouvoir injecter de l'argent dans l'économie, créer de la croissance, créer du PIB, et donc dans l'objectif que ce PIB nouvellement créé compense ce qu'on va devoir payer en intérêt. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif. Le problème, c'est que des fois, et beaucoup de pays empruntent sur les marchés pour pouvoir rembourser de la dette qui est passée. On a eu dans l'histoire des grands moments où on a emprunté, donc les États empruntent de manière continue, mais il y a des gros moments de crise où ils ont besoin d'emprunter plus que prévu, plus que d'habitude pour relancer la machine, par exemple les subprimes ou encore le Covid. Le Covid, et là ils avaient plutôt raison, les taux étaient extrêmement faibles, et donc ils ont emprunté pour sauver l'économie d'un côté, et de l'autre côté, la relancer, c'est ce qui a entre autres créé l'inflation. Mais à ce moment-là, ils avaient plutôt raison, les taux étaient relativement faibles, mais ils ont tellement amassé de dettes que, mine de rien, après, quand il faut commencer à rembourser, ça coûte cher. En plus de tout ça, on a alors, les pays développés, mais surtout les pays en voie de développement, qui empruntent beaucoup pour financer la transition énergétique, qui est très chère, parce que utiliser des ressources fossiles, c'est relativement accessible. Utiliser du renouvelable, c'est beaucoup plus cher. Donc on a toute cette dette-là, et il faut dissocier la bonne de la mauvaise dette. C'est de se dire que si la dette est utilisée et est investie en très grande majorité pour créer de la croissance, créer du PIB, et donc pouvoir rembourser les dettes futures un peu plus aisément, ça c'est de la bonne dette, et c'est comme ça que marche le système classique capitaliste qu'on peut connaître. C'est on se refinance par de la dette. Mais de l'autre côté, on a beaucoup de pays comme la France qui, sur la dette émise, qui récupère. Une petite partie va pour la croissance, le développement, développer l'économie. Et une grosse partie va pour, d'un côté, rembourser les différents emprunts que l'État français peut avoir. Et aussi dépenser cet argent d'une manière plus ou moins efficace, par exemple dans le service public. Et donc, on a une dette qui est très mal utilisée et qui continue à gonfler avec des taux d'intérêt qui malheureusement ne sont plus à zéro comme à l'époque du Covid, mais qui augmentent très fortement. Je crois qu'on était vers 3,50 il y a quelques jours pour le 10 ans en français. Et donc on a un poids de la dette qui augmente, un cercle vicieux qui continue, et sauf si la France arrive à assainir ses dépenses publiques, ça peut déraper. Donc la question, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Oui et non, le monde est créé comme ça, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop. Et si c'est bien géré, ça passe. Si c'est mal géré, là c'est un petit peu un problème. L'Allemagne, c'est plutôt bien géré. On avait ce plafond de la dette vers 60%, même s'ils viennent de décider de l'arrêter, mais c'est plutôt une bonne chose parce que ça va permettre à l'économie allemande de se relancer très fortement, ça peut faire très mal. Et de l'autre côté, on a l'État français qui a beaucoup de dettes, qui n'arrive pas à bien investir sa dette, et donc ça continue dans un cercle vicieux. Petite infographie très rapide sur les pays les plus endettés par rapport à leur PIB. Alors, on a le Soudan, le Japon, très très connu, la Grèce, Singapour, Argentine, bref, et on a la France. Alors c'était des chiffres de 2023, la France est un peu plus haut maintenant, 113%. Il faut aussi se dire que, outre donc, le remboursement de la dette empruntée, etc., le financement de l'écologie, la transition énergétique, on a aussi un sujet qui est très important pour surtout les pays développés, c'est l'âge moyen du pays. Et donc, par exemple, le Japon, qui a une population très vieille, il y a beaucoup de dépenses de services publics, et donc une dette qui est beaucoup utilisée pour ça, et donc pas forcément beaucoup de création de valeur, même si les personnes âgées ont tendance à consommer. Ça fait pas une excellente utilisation de la dette, et la France la France et les pays européens en règle générale vont être de plus en plus dans ce cas où la dette sera utilisée pour payer les personnes âgées. Alors après, la dette mondiale est possédée par qui? À peu près par tout le monde. Alors vous pouvez posséder de la dette française, les banques possèdent, les institutionnels possèdent, les entreprises possèdent, les États en tant que tels possèdent les dettes de chacun. Donc tout est interconnecté. Et donc s'il y en a un qui fait défaut, ça ne rémunère pas l'autre, et ça peut être un effet domino si c'est des gros États.
Et on l'avait vu avec la Grèce, c'est que la Grèce, sa dette était possédée par beaucoup de pays. Et donc c'est aussi pour ça, entre autres, que la zone euro a voulu sauver aussi fortement la Grèce, parce que ça pouvait faire un effet domino, par exemple avec l'Italie ou l'Espagne, ce qui n'aurait pas été très cool. Pour la France en 2023, on était à peu près 50% de dettes françaises qui étaient possédées par des résidents français, donc des entités françaises ou Madame Lambda. Et après, les autres sont possédés par plein d'autres pays. Et cette répartition, c'est un peu la même chose chez nos voisins. Au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus, alors c'est 70%. L'Espagne, c'est un peu moins de 60%. L'Italie, 75%. Pour voir un petit peu aussi qui tient les rênes, qui a beaucoup de dettes. On sait que la Chine a beaucoup de dettes, que les États-Unis ont beaucoup de dettes. Vous voyez un petit peu les répartitions. Les États-Unis, 77% de résidents, c'est énorme. Et on voit que la dette américaine est possédée par un nombre de pays qui est juste fou. Dans autres, il y a 20%, mais ça peut être juste énorme le nombre de pays qu'il peut y avoir. Ça peut être vraiment beaucoup. Autre focus sur l'Union européenne, sur la zone euro. On avait parlé dans de précédentes vidéos, mais les annonces de dépenses sur la défense ont fait très fortement augmenter les taux européens, donc les taux de long terme, ce qui montre un risque accru sur du plus long terme pour la zone euro. On l'a vu par exemple sur le 10 ans qui était monté très fortement de 2,30 à 2,66 en pas très longtemps. Au moment de l'annonce, ça a fait aussi un beau pic vers 2,70, presque 2,80. Donc ça a beaucoup augmenté. Et là, on a Société Générale qui confirme cette vue-là. Alors, il y a d'autres banques qui ont confirmé, mais là, c'était une news de la semaine d'aujourd'hui, d'hier plutôt. SocGen voit le ratio de la dette publique de la zone euro augmenter en raison de la hausse prévue des dépenses de défense. Et donc, il voit en moyenne 90% de dette par rapport au PIB. La France, je vous rappelle, on est vers 113. Donc ça devrait augmenter. Pourquoi? Parce que, entre autres, l'Allemagne, qui est très très gros pays, vient de décider, ou du moins est en cours de casser, d'arrêter cette limite de la dette, de pouvoir plus emprunter pour pouvoir financer le coût de la défense. Et donc, bien évidemment, quand on a un pays comme l'Allemagne et les autres, en règle générale, qui veulent emprunter, ça va faire exploser un petit peu ce ratio. Pour continuer, je voulais montrer deux articles qui sont assez cocasses et qui montrent bien la folie et la vitesse que les news ont dans ce marché-là. Et d'une matinée à l'autre, la news peut être totalement caduque. On a par exemple un article de midi 22 le 24 mars qui nous dit que le dollar reflue au gré des rumeurs sur les droits de douane US. Donc ils nous expliquent un petit peu, et ils nous disent que le dollar a un petit peu baissé par rapport à l'euro et le livre. Et le soir, à 20h26, on a le dollar progresse grâce à l'amélioration de l'activité économique aux États-Unis. Et là, hop, on descend, et donc là, l'article nous parle que l'euro, cette fois-ci, aurait baissé. Donc on voit bien qu'il faut faire attention sur les articles qui suivent de très 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 près les variations des stocks ou du forex. Bref, ça peut aller très très vite. Donc ne vous fiez pas forcément à ça, regardez plutôt macro, dézoomez un petit peu, parce que dans la même journée, il y a deux articles qui peuvent se contredire totalement sur le même site. Très rapidement, juste pour vous dire que, alors plutôt une bonne nouvelle pour les Allemands, un peu moins pour nous, SAP, le provider de logiciels allemand, est devenu la première capitalisation boursière européenne devant Novo Nordisk et donc aussi devant LVMH. Alors ça se tient un peu dans un mouchoir de poche. SAP 313 milliards de capi, 311 pour Novo Nordisk et 300 pour LVMH. Alors LVMH était pendant un certain temps bien devant, mais depuis la baisse généralisée du luxe, et ça aide pas, Kering n'aide pas en ce moment, et ça a encore baissé très très fortement, et on a SAP qui a pu prendre, déjà Novo Nordisk qui a pu prendre le lead avec le fameux Ozempic. Ozempic qui fonctionne un petit peu moins bien, donc le Novo Nordisk a un peu moins de couleur en bourse, tout ça dépassé par SAP. Bref, si vous devez changer vos ETF dans votre tête avec les meilleures capitalisations boursières, prenez un petit peu plus de SAP, c'est les meilleurs en ce moment. Pour arrêter de parler du luxe et de Kering qui a tendance à beaucoup chuter, on peut aussi parler d'Ubisoft. Donc au sein du SBF 120, les 120 plus grandes entreprises françaises cotées, donc CAC 40, SBF 120, on a Ubisoft qui est le premier en termes de volatilité. Donc quand on a un Air Liquide à 20, quand on a un Kering à peut-être 35, un BNP aux alentours de 30, peut-être un tout petit peu moins de 30, et on a Ubisoft à plus de 90. Donc c'est juste énormissime. Alors si vous faites des options, si vous faites du futur, ça peut vous amuser parce qu'il y a beaucoup de vols. Alors de l'autre côté, ça coûte cher sur les options.
Mais voilà, on a Ubisoft qui ne fait que bouger. L'objectif, je pense, de la société, c'est de voir avec Assassin's Creed Shadow si ça arrive à un petit peu rassurer les investisseurs. Pas encore beaucoup d'infos sur ça, il faudra voir les premiers chiffres de vente pour essayer que ça stabilise. En plus de ça, il y a des rumeurs de potentiel rachat d'Ubisoft par Tencent et la famille historique d'Ubisoft. Bref, tout ça pour vous dire que si vous voulez un petit peu que ça swing sur les marchés français, SBF 120, Ubisoft, c'est là où il y a le plus de volatilité. Toujours en parlant d'options, de futur, bref, on a sur Tesla, les vendeurs à découvert ont gagné très gros sur la chute de l'action Tesla. Quand on dit les vendeurs à découvert, c'est les personnes qui short, qui mise sur une baisse du cours. Donc par exemple, en achetant un put, donc vous achetez le droit mais pas l'obligation de vendre un sous-jacent à un prix déterminé à l'avance dans une date dans le futur. Et donc ces ventes à découvert ont tendance à pousser le prix vers le bas. On le voyait avec le feuilleton GameStop. Et donc là, on a parlé avec Tesla depuis l'investiture de Donald Trump et les remous que Musk a pu avoir avec l'opinion publique. Tesla a baissé de plus de 56%. Et dans ce cas-là, les personnes qui shortent, par exemple les hedge funds, se gavent. Et là, on nous raconte que les plus-values latentes, donc celles qui sont en cours, pas celles qui ont été exercées, sont de plus de 16 milliards de dollars en cumulé depuis mi-décembre, ce qui explique entre autres la baisse du cours. Il faut savoir que si ces personnes-là achètent des puts, c'est des contrats qui, dans un put européen, a une maturité précise, donc ils doivent attendre la maturité pour pouvoir exercer ou non le put et récupérer leur gain latent. S'ils sont sur des options américaines, ils peuvent le faire à tout moment, mais donc c'est plus vraiment des gains latents. Je voulais conclure par l'or. On a l'or qui, depuis quelques temps, depuis même 2023, 2022, ne fait qu'augmenter. Alors il augmente pour plusieurs raisons. On a beaucoup de pays qui veulent se désolidariser du dollar, donc ils possèdent de l'or qui est une valeur universelle. On a d'autres pays qui veulent faire, ou d'autres entités qui veulent faire tout simplement de l'investissement. C'est un actif qui augmente plutôt bien et qui permet aussi de se couvrir contre l'inflation, inflation qu'on a pu avoir très fortement en 2022-2023. On a aussi les pays qui achètent de l'or pour pouvoir soutenir leur monnaie, alors leur monnaie actuelle, pour donner de la crédibilité à leur monnaie avec une réserve stratégique qui back. Et aussi potentiellement le développement et la construction d'une nouvelle monnaie qui serait, elle, directement backée sur de l'or. Et donc pour ça, les pays ont besoin de réserves d'or. Il y avait quelques pays du BRICS qui voulaient monter une monnaie commune backée sur l'or, contrairement à toutes les autres monnaies qui sont backées sur le dollar, étant donné qu'on a Trump qui amène du chaos et le marché n'aime pas le chaos, n'aime pas l'incertitude. Bref, c'est pour ça que l'or a très fortement augmenté. Et hier, il y avait un article qui parlait des réserves stratégiques françaises de plus de 2400 tonnes d'or qui sont stockées en dessous de Paris. Alors, on pourrait dire que 2400 tonnes d'or, c'est beaucoup, mais au final, c'est pas tant que ça. On a, en termes de valorisation par rapport au cours de marché à peu près celui d'aujourd'hui, ce serait à un peu plus de 216 milliards de dollars. Alors, 216 milliards de dollars, oui, c'est beaucoup, mais en même temps, quand on voit le poids de la dette, la taille de la dette en France, plus de 3 trillions, 216 milliards d'euros, c'est pas si élevé que ça. En fait, on se rend compte que les réserves stratégiques françaises ne sont pas là pour, contrairement à d'autres pays, pour baquer la monnaie, pour se désolidariser du dollar. C'est plus une valeur symbolique, sentimentale. Et aussi, c'est plutôt pour la France un moyen d'investir et de diversifier ses investissements. Au lieu de n'acheter, entre autres, que des obligations d'autres pays, par exemple, il y a cette réserve stratégique qui ne fait qu'augmenter. Et donc, c'est plutôt bien de la garder, même si factuellement, elle ne nous sert pas à grand-chose. L'article même nous dit que certains pays les pays développés ont plutôt tendance à vendre l'or, parce que ça ne leur sert pas directement. On avait le Royaume-Uni qui a vendu très fortement, plus de 50% de son stock il n'y a pas très longtemps. On a le Canada qui a vendu presque l'intégralité de son stock. Et on avait même en France, sous Nicolas Sarkozy, il avait vendu à peu près 20% des réserves nationales à 590 tonnes d'or. Il faut se dire, est-ce que, c'est un peu le problème des politiques, c'est est-ce que la vente de toutes ces tonnes d'or ont été
bien alloué, les revenus de ça ont été bien utilisés. Alors ça, j'en suis un tout petit peu moins sûr, parce que vendre à l'instant T, oui, c'est du nouveau cash, mais c'est comme la dette qu'on a discuté un petit peu plus tôt. Si cette dette est bien utilisée, pourquoi pas? Si cet or est vendu pour en faire n'importe quoi et pas bien l'investir, bah ça sert à rien. Autant le garder, autant que ça se bonifie avec le temps. Et pour l'instant, c'est un très bon investissement. C'est un investissement qui est historique de toute façon. Cet or, on l'a depuis très longtemps et on n'est pas là à en racheter. Bref, tout ça pour dire que dans le jeu des pays, on est très bien classé, on est quatrième, avec 2436 tonnes d'or. Alors on est troisième avant sous Sarkozy parce qu'on en a vendu pas mal. On est plutôt bien classé. Est-ce que ça nous sert à grand-chose? Non. Est-ce que ça va servir dans le passé, dans le futur? Potentiellement. Est-ce que ça sert pour d'autres pays? Oui. Et il y a beaucoup de pays qui font le plein d'or, comme la Chine. La Chine, bah, devrait même nous dépasser dans pas très longtemps parce qu'elle a besoin de soutenir sa monnaie avec ça et aussi de potentiellement développer ses projets de monnaie mondiale totalement à côté du dollar et donc baqué sur l'or. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est pas déjà fait. La vidéo sera en podcast sur Spotify, le lien est dans la description. Si vous avez des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à aller dans l'espace en question. Et pour ma part, bah, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.